Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette série consacrée à la constitution togolaise, je veux bien dire le changement de constitution qui est en cours depuis le 25 mars dernier. On en parle, on a fait énormément de numéros là-dessus, mais dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à l'implication diplomatique de cette affaire-là pour l'image du Togo qui est réputé comme étant le pays qui fait la médiation un peu partout dans la sous-région, Niger, Burkina, jusqu'au Soudan, etc. On en parlera pas. On a encore en mémoire la question des 49 militaires ivoiriens, etc. Fonia Singbe, homme de paix, homme de médiation. Eh bien, avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons voir un peu les procédures, la façon dont tout ça a été fait. Nous verrons un peu avec notre analyse du plateau d'aujourd'hui quelles peuvent être les implications pour l'image de Fonia Singbe lui-même personnellement, pour l'image du Togo. Et évidemment, on analysera également la dernière sortie des États-Unis sur la question du changement de constitution au Togo, sans oublier la CEDEAO. Monsieur Horus Donkovi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. C'est un plaisir. Ça fait longtemps que vous a plus vu ici. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Oh non, de particulier. Alors, vous suivez en tant je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique, un grand observateur de la vie politique de notre pays et même de la sous-région, et vous connaissez mieux que moi et mieux que bon nombre ici au Togo l'image que le président de la République fort a dans la sous-région comme étant un homme de paix, un homme de médiation. On va pas s'étaler sur tout ce qu'il a eu à faire, et donc le Togo a d'ailleurs aujourd'hui une très belle image dans les pays de l'AES et même au-delà, pays de l'AES et puis leurs supporters. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se fait aujourd'hui au Togo, le changement de constitution sans passer par une large consensus comme ça avait été présenté, que ça pourrait impliquer pour l'image du médiateur de la sous-région? Donc, ça peut mettre dans l'embarras un certain nombre d'acteurs. Et effectivement, plusieurs acteurs se sont prononcés en disant qu'ils avaient une certaine inquiétude quant aux prises de décisions qui se font actuellement. Le fait que le Togo ait fait on va dire, un ensemble d'offensives diplomatiques qui l'ont porté à un certain niveau de strates, de niveau de respect, niveau de, comment dirais-je, de considération auprès des autres pays, peut du jour au lendemain s'effondrer parce que beaucoup de personnes actuellement se posent la question de savoir si au Togo on est dans le processus d'un genre de coup de force qui ne dirait pas son nom. Sauf que on a effectivement les États de l'AES, on a eu le cas il y a pas longtemps du Sénégal avec le problème de Macky Sall, on a le problème en Côte d'Ivoire avec la question Ouattara, on a un certain nombre de problèmes en Afrique où les gens sont frileux par rapport à la posture de certains hommes d'État qui, s'ils ne font pas comment dirais-je, ils ne font pas d'actes militaires engagés comme ça a pu se passer dans la ES, vont procéder d'une manière beaucoup plus vicieuse en usant des textes. Donc oui, vous voulez parler de ce que d'aucuns qualifient de coup d'État constitutionnel? Les gens actuellement trouvent que au Togo, ce qui se passe, c'est un coup d'État constitutionnel. Le Togo s'est posé comme un État qui a une assise diplomatique forte. Il est parti négocier dans les États de l'AES, où on a eu des coups d'État militaires. Il est parti négocier entre des États qui se disaient démocratiques, comme la Côte d'Ivoire, et des États comme le Mali. Et maintenant, il se trouve qu'au Togo, on a cette question de la Constitution qui, quelque part, va à contre-courant de l'image qu'on avait du Togo. Si vous voulez, on a peur que le processus qu'il y a au Togo entraîne une instabilité de plus dans la sous-région. D'accord. Alors là, ça pose une autre question sérieuse, parce que si vous dites que les gens considèrent que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un coup d'État constitutionnel, je ne dirais pas les amateurs, mais les gens qui, dans une certaine mesure, appuient ou bien soutiennent les coups d'État
militaires en Afrique ces derniers temps disent oui, mais quand il y a coup d'État constitutionnel, on voit pas la communauté internationale. Exactement. Et est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui donne un peu d'eau au moulin à ces personnes-là lorsqu'on sait que pour le moment, il y a eu que 2 réactions officielles? Je veux dire la réaction de la CEDEAO, encore que là, on va en parler, et puis la réaction des États-Unis. Oui, parce que en fait, mettons que pour pouvoir s'exprimer, il faudrait qu'on détaille un peu ce qui s'est passé au Togo. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé au Togo étonne la plupart des observateurs, étonne même la population, parce que il s'agit d'un processus auquel personne n'était préparé et qui a pris tout le monde à contre-courant. Pour un pays qui, de façon régulière, a connu des violences, notamment en situation électorale, il y a de lieu de s'inquiéter parce que justement, nous sommes en période électorale. Et ça fait que pour un pays qui actuellement est pratiquement un des rares pays à pouvoir concilier des positions aussi extrêmes soient-elles, ben il y a lieu de s'inquiéter à ce qu'il y ait une instabilité dans ce pays-là. Et c'est là où effectivement la question togolaise suscite suscite de l'émoi parce que ben justement les gens se demandent mais que nous réserve l'avenir. Et dans ces genres de conditions, tout de suite, la CEDEAO se retrouve sous les feux des projecteurs. Et puis, la CEDEAO, on l'a observé la semaine dernière, elle avait produit 2 communiqués à l'espace de moins de 24 heures. D'abord, elle dit qu'elle envoie une mission d'exploration au Togo sur les questions de changement de constitution. Et le lendemain, le communiqué a disparu sur leur plateforme. Elle parle finalement d'une mission d'information sur le processus électoral en cours. Vous pensez que c'est l'influence de Faure Gnassingbé qui les a fait reculer? Je pense que il y a la CEDEAO, c'est une organisation qui est très largement fragilisée. Elle ne peut pas se permettre encore d'avoir un litige en son sein. Et donc, oui, je pense qu'à un moment, il y a dû avoir une réaction locale qui a fait que l'organisation a fait machine arrière. Quand vous parlez de local, vous parlez de la part du Togo. Oui, de la part du Togo, parce que il faut quand même se poser la question de pourquoi on change l'intitulé d'une mission. Si on change l'intitulé d'une mission, c'est qu'on se rend compte que les acteurs que l'on vient inspecter ne sont pas d'accord avec cet intitulé, avec la démarche. Donc oui, que va faire la CEDEAO? Elle est déjà amputée d'un bon nombre de pays qui la constituaient. Elle est déjà fragilisée par l'action d'acteurs politiques des États qui la constituent. On a vu ce qui se passe au Sénégal dernièrement, on a vu ce qui s'est passé en Guinée-Bissau dernièrement, on a vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec la question Ouattara pour les prochaines élections. On a, comment dirais-je, quelques relents du côté du Bénin. Mais est-ce que c'était la meilleure des choses à faire de la part de la CEDEAO, qui dans le même temps voudrait gagner en popularité, sinon en légitimité ces derniers temps auprès de l'opinion publique au niveau de la sous-région? La question est de savoir est-ce que la CEDEAO a déjà tenu compte de l'opinion publique. Quand on prend les prises de position de la CEDEAO sur la plupart de ces dernières années, on n'a pas l'impression justement qu'elle est dans l'exercice de tenir compte de l'opinion publique. C'est plutôt une institution qui très souvent a pris le parti de tout ce qui était gouvernement, présidence, ministère et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a été reproché. C'est ce qui lui vaut actuellement le fait d'être amputé d'un certain nombre de pays et même d'avoir une grosse baisse de popularité. Il y a un certain nombre de choses qui se sont passées au Togo où on attendait de la CEDEAO justement qu'elle réagisse et la CEDEAO n'a pas réagi. Elle a entériné ce qui se passait. Et donc, à bien des égards, c'est une organisation qui est discréditée et dont un certain nombre d'acteurs réclament comment dirais-je, la reconstruction. Voilà. De la CEDEAO, les réformes profondes du côté de la CEDEAO. On a quand même envie d'avoir une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des gouvernants. Oui, que d'aucuns considèrent comme syndicat de chef d'État. Syndicat du chef d'État et ainsi de suite. Donc, le problème avec la CEDEAO, c'est que même quand elle vient au Togo pour faire cet exercice-là, elle est déjà décrédibilisée et elle est fragilisée. De quel ressort dispose-t-elle pour pouvoir impacter sur les décisions qui se font au Togo? Elle n'a même pas les ressorts qu'elle aurait pu avoir avant. Donc pour vous, la CEDEAO est très loin de sortir de l'auberge dans ces conditions.
Et pour moi, c'est une organisation qu'il faut reformer afin que véritablement elle devienne une CEDEAO des peuples. D'accord. Parlons d'un autre acteur, pas des moindres, les États-Unis d'Amérique, qui ont réagi également la semaine dernière. Et les États-Unis parlent d'une préoccupation par rapport au changement de constitution qui est actuellement en cours. Et selon les États-Unis, ils sont préoccupés justement parce que c'est un processus qui ne requiert pas la large consultation, consensus de façon générale. Quelles sont vos lectures par rapport à cette réaction de la CEDEAO? Alors, par rapport aux États-Unis, pardon, par rapport aux États-Unis, bien sûr. Alors, le problème avec les États-Unis, c'est que ils ont leur prise de position officielle, mais cela ne sous-entend pas qu'ils vont réagir géostratégiquement ou en termes de réel politique dans le même sens. Et c'est ce qui est reproché généralement à la diplomatie américaine. Actuellement, les États-Unis sont en période électorale. C'est un pays, quand il est en période électorale, la plupart des prises de position, la plupart des actions, la plupart des élans sont plus ou moins... On a des visées électoralistes. Mettons que on est moins belliqueux, on est moins dans l'action, on est beaucoup plus frileux et ainsi de suite, parce qu'il y a des intérêts électoraux au sein du pays. Et vous avez remarqué que généralement, justement, chaque 4 ans, quand il y a ce type d'élection, il y a beaucoup de crises au sein du monde parce que on sait que aux États-Unis, un certain nombre de prises de position ne peuvent pas être prises de façon radicale. Le souci avec le Togo, c'est que comment intervenir dans une telle prise de décision sans contribuer à l'instabilité d'un pays qui a la chance plus ou moins de faire office de stabilité dans la sous-région. C'est un peu ça. C'est-à-dire, stratégiquement, le Togo s'est positionné de telle manière que il est devenu, on va dire, un des principaux interlocuteurs quand il s'agit des crises. Si on perd cet interlocuteur, on le remplace par quoi? Donc on est obligé d'être complaisant avec cet état en question. Voilà, donc on dit, oui, on est préoccupé, mais préoccupé, ce n'est pas dénoncer. On émet tout juste une inquiétude, mais on n'est pas dans quelque chose de de radicalement fermé. Et on l'a vu d'ailleurs, même quand il s'agit de la crise du Niger et dans certains pays, on a vu un peu l'ambivalence que peut avoir la diplomatie américaine. Effectivement, je voulais attirer votre attention sur le fait que au Niger, lorsque le projet d'interventionnisme, tout ça était sur la table, la France par ici, la CEDEAO de l'autre côté, c'est la réaction américaine qui a dénoté au niveau de cette communauté internationale et ça a tout changé. Ça a tout changé quelque part et on a vu la même chose du côté du Sénégal la dernière fois. Dès que les États-Unis ont parlé, la CEDEAO après a reconsidéré sa position et après on a vu la Cour constitutionnelle, beaucoup de lignes ont bougé. Pourquoi ici les lignes ne semblent pas bouger malgré un tel communiqué? Mais c'est pour ça que je disais que il y a la posture, comment dirais-je, la posture officielle. Oui, et la posture officieuse. Voilà, et puis il y a la posture officieuse. Si les lignes ne bougent pas, c'est que quelque part, même si on énonce la préoccupation, on se satisfait de ce qui se fait, ou du moins, on laisse venir les choses. Hypocrisie diplomatique, tout simplement. On laisse venir les choses en estimant que peut-être que au fur et à mesure, ça va se tasser parce que ceux qui sont dans l'action qui est dénoncée, d'une certaine manière, en tout cas de façon médiatique, semblent contrôler les choses. Vous avez remarqué que depuis qu'il y a eu ce vote de nouvelle constitution, on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'échauffourée, qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de manifestation, qu'il n'y ait pas de même les conférences de presse sont devenues critiques maintenant. On va voir mettons que même dans l'intervention des journalistes, on fait tout pour que ce ne soit pas subversif, qu'on soit dans quelque chose de plus ou moins digeste et ainsi de suite. Et donc, ça donne l'impression que, en tout cas, du moins médiatiquement, que la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Maintenant, selon vous, si les Togolais veulent peut-être, par exemple, une implication plus forte de la communauté internationale, un peu comme ça a été le cas dans d'autres pays, et qu'est-ce que les Togolais devraient faire? Bon, moi, je trouve que les Togolais ne devraient pas compter sur la communauté internationale parce que
de façon récurrente, elle a été dans la duplicité. Ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est un ensemble d'acteurs clés qui sont focalisés sur leurs intérêts. Ils sont dans un processus géostratégique où, comment dirais-je, on va voir le bénéfice des sociétés, on va voir l'électorat de son propre pays, on va voir le rapport à d'autres pays, ainsi de suite. Et cela se voit lorsque vous avez les États-Unis qui vont intervenir, par exemple, dans les pays de l'AES, on va dire non, mais c'est parce que il y a une influence russe. On va nier à ces pays la voix qu'ils ont. Donc, quand on a une communauté qui est comme ça, qui est dans ce type d'exercice, à quoi s'attendre? Le Togo ne peut évoluer que grâce aux Togolais. C'est les Togolais qui feront le Togo. Et dans ce cas précis, qu'est-ce que les Togolais devraient faire s'ils peuvent pas compter sur la communauté internationale? Alors, c'est une question difficile parce que le souci avec le peuple togolais, c'est qu'il est entre deux chaises, il est entre deux feux. Il est entre le feu d'une opposition qui s'est comment dirais-je qui s'est largement compromise et qui lui offre le martyre, et entre un parti qui a les pleins pouvoirs, qui a le pouvoir de l'argent, qui a le temps pour lui, qui a le pouvoir de répression et qui lui offre d'être une victime. Donc c'est un peuple qui est au milieu. Et les gens n'ont envie de n'être ni martyr ni victime. Ce qui fait qu'à un moment, si vous voulez, il y a un genre de statu quo vicieux où les gens se disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Je vais trouver un créneau pour m'en sortir, et ce n'est pas quelque chose de viable. En tout cas, mettons que si vous voulez, c'est en train de vicier les projections qu'on pourrait avoir de la construction d'un État fort, viable, où les gens sont intègres et où les gens construisent leurs rêves. C'est cela qui est dommage. Ce n'est pas que les Togolais acceptent ce qui se passe, ce n'est pas que les Togolais ne rêvent pas leur pays, ce n'est pas que les Togolais n'ont pas de projet pour leur pays, c'est que, si vous voulez, on a le sentiment que ces projections-là, cet avis-là, national, est entre deux feux, et que à chaque fois, il peut faire l'objet de récupération. D'accord. Les Togolais se trouvent entre le marteau et la plume. L'enclume, selon Horus Dankouvi. Bon, vous avez fait brièvement référence tout à l'heure au climat délétère qui est là. Moi-même, je témoigne parce que ici au plateau, nous invitons beaucoup d'analystes et même des journalistes, de grands observateurs pour des émissions qui disent écoutez, sur la question du changement de constitution, je veux pas me prononcer. C'est quoi? De quoi est-ce que les gens ont peur finalement? Ils ont peur de se faire comment dirais-je, des ennemis pour 6 ans. Pour des ennemis pour 7 ans. Tout simplement parce que, mettons que c'est comme on le dit de façon courante. Même quand vous quittez votre maison au Togo, on vous dit de grâce, ne te mêle pas de politique, ne parle pas politique, parce que c'est quelque chose de vicieux, c'est quelque chose de méchant, et c'est quelque chose où les gens ont de tels intérêts que l'on touche à leur argent. Donc, à la fin, c'est devenu tabou de parler politique, alors que la politique s'invite dans la vie des gens. Et le souci, c'est que, effectivement, oui, il est difficile de faire carrière ici si on n'a pas le bon carnet d'adresses. Or, le bon carnet d'adresses est constitué de personnes qui ont des intérêts politiques, ou du moins qui défendent leurs intérêts politiques et financiers via une posture politique. Donc oui, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'analystes qui se disent mais pourquoi prendre le risque de s'exprimer? La meilleure solution, c'est de rester chez soi, peut-être de se donner son avis de façon officieuse, mais de ne pas s'en mêler, parce que justement, oui, il y a une certaine forme d'omerta, il y a une certaine forme d'autocensure. Il y a une certaine forme d'autocensure, et c'est très cultivé. Dans notre pays, c'est très, très cultivé. Donc, on est en train de remarquer que ça s'accentue ces derniers temps avec le changement de constitution. Ça s'accentue avec le changement de constitution parce que... Est-ce que vous parleriez, par exemple, d'un recul démocratique dans un cas pareil? Est-ce que c'est un recul démocratique? Alors, s'il faut parler de recul démocratique, ça sous-entendrait que le Togo
a pleinement vécu la démocratie. Et d'ailleurs, c'est peut-être là où se situe le vice de la question de la Constitution. Parce que lorsque on veut la défendre, on estime que on parle de l'échec du régime présidentiel. Et comme il y a l'échec du régime présidentiel, on veut y mettre un régime parlementaire. La question est de savoir si le Togo a pu vivre à partir de 92 le régime présidentiel de façon apaisée et de façon intègre. Ça veut dire que est-ce que en termes d'élection, en termes de défense des droits, en termes d'application des lois, ainsi de suite, est-ce que cela s'est passé de façon tout à fait claire et impeccable? Si cela ne s'est pas passé de façon claire et impeccable, c'est comme si quelqu'un, par exemple, vous offrait une Ferrari que vous n'aviez pas vous ne connaissiez pas, vous ne savez pas comment il faut la conduire, et que lorsque vous faites un accident, vous dites c'est la faute à la Ferrari, sans vous remettre en question sur vous, votre modèle de conduite. Donc vous peut-être sur les chemins, voilà, les routes que vous empruntez. Les routes que vous empruntez, mais les routes que vous empruntez, il faut que vous sachiez conduire la voiture. Donc si à un moment vous changez la Ferrari, alors vous n'avez pas votre permis, vous conduisez mal. Même si vous changez la Ferrari, que vous prenez un 4x4, le fait est que vous continuez à conduire mal. Il faut que vous appreniez à conduire. Donc la question est de savoir est-ce que les régimes que l'on a adoptés, on les a utilisés à bon escient, on les a utilisés correctement? Est-ce que le processus électoral, les résultats du vote, les élections, est-ce qu'elles ont été intègres et ainsi de suite et tout ça, avant de pouvoir juger de l'échec de ce qu'on a appliqué? Je rappelle que les États-Unis, c'est un régime présidentiel. Ça n'a pas empêché de destituer un président au cours de leur histoire. Le régime de Corée du Sud, c'est un régime présidentiel. Et leur pays, quand un président fait un problème, on le traduit en justice. Et ils ont même plus d'anciens présidents là-bas, en prison. En prison. Ouais. Je pense que on a vu le cas de Fujimori. Dans son pays, c'est un régime présidentiel. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que, comment dirais-je, si il fallait causer comment on appelle, de cette question de constitution, il fallait un vaste débat. On va inviter un certain nombre d'acteurs spécialisés parce qu'on me posait la question, j'ai vu qu'il y a des intervenants qui parlaient de panafricanisme, de disons constitution d'un régime qui s'appliquerait mieux à nos réalités. Il y a eu des Afriques et des types de gouvernance. Et donc, il faut des experts pour pouvoir analyser ces types de gouvernance et faire une synthèse, afin d'avoir une gouvernance qui nous ressemble. Mais s'il s'agit de copier le régime d'ailleurs, on ne change pas. Parce que après, j'ai vu les gens dire régime parlementaire comme tel pays. C'est la même chose. On a fait le régime présidentiel comme tel pays. Donc l'Afrique n'est pas encore en train d'inventer son modèle. Enfin, le Togo n'est pas encore en train d'innover comme on pourrait le croire. Pas du tout, parce qu'il faut un large consensus pour créer quelque chose. Maintenant, après, je pense que ce qui a vraiment horripilé les gens, c'est que moi j'ai vu des débats sur comment dirais-je, sur la question en réalité, c'est que la députation, c'est pas une tutelle. C'est des représentants, ce ne sont pas des tuteurs. Les représentants du peuple. Ce sont des représentants. Les élus du peuple, comme on les appelle. Et donc, c'est le peuple qui vous délègue une partie d'autorité pour pouvoir le représenter dans une assemblée. Si par exemple, tu mets ton argent dans une banque et que tu as un gestionnaire de compte, le gestionnaire de compte ne prend pas ton argent pour l'investir quelque part et te dire, oh, tu sais, au fait, j'ai pris ton argent pour l'investir quelque part. Non. Il te met au courant de ce qu'il veut faire et te demande s'il peut investir quelque part. Et donc, par conséquent, les populations ne sont pas sous tutelle. Les populations sont pas sous tutelle de leurs élus, mais c'est plutôt l'inverse. Et donc, il aurait fallu, et je soutiens cela, oui, il aurait fallu un référendum, mais on le sait tous. Il aurait fallu un référendum, on le sait tous. Ori, c'est toujours un plaisir de vous avoir au plateau. Le temps passe tellement si vite quand on s'assoit par ici, et c'est encore passé. Mais je vous offre 30 secondes pour dire ce que vous avez à dire au peuple togolais ou à ceux qui vous suivent avant de partir. Alors, quoi dire au peuple togolais? Ce que je dirais, le premier mot qui me vient, c'est de la résilience. Et après, je pense que le peuple togolais en lui-même, il sait ce qu'il veut. On a une culture de
de la perfection. Je pense que c'est comme ça que c'est une des valeurs qu'on nous a inculquées quand on prend nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères. C'est la valeur qui nous a inculquée, c'est la résilience, la performance. Et donc, je pense que les élus, ceux qui nous représentent, ne doivent pas trahir cela. D'accord. Ensuite, j'espère que les gens ont confiance. Résilience. Ok, d'accord. Et que les élus qui nous représentent ne trahissent pas la résilience du peuple togolais. Aurice Donkovi, merci beaucoup. Et à vous, je vous dirai tout simplement que Dieu vous bénisse et qu'on se retrouve dans le prochain numéro.